la une de l'actualité ce 14 juillet, l'opposition la plus critique au Tchad qui avait été autorisée pour la première fois a manifesté vendredi contre la junte au pouvoir a cependant décidé de reporter la mobilisation. Un convoi de 50 camions du programme alimentaire mondial PAM transportant 900 tonnes de nourriture et des équipements d'urgence est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré. Et puis l'ancien président américain George Bush a critiqué ce mercredi le retrait d'Afghanistan des troupes de l'OTAN. Il s'agit selon lui d'une erreur dont vont pâtir les femmes et les filles afghanes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'opposition la plus critique au Tchad, qui avait été autorisée pour la première fois, a manifesté vendredi prochain contre la junte au pouvoir, a cependant décidé de reporter la mobilisation, et ce, en raison de désaccords sur l'itinéraire. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra avaient appelé à manifester à N'Djamena contre les violations systématiques des droits de l'homme et l'accaparement du pouvoir par le Conseil militaire de transition CMT. La marche est reportée à une date ultérieure parce que nous ne nous reconnaissons ni dans la date ni dans l'itinéraire figurant dans l'arrêté du ministre de la Sécurité, a déclaré à l'AFP Max Luangar, coordinateur de Wakitama, une plateforme de l'opposition. Les mouvements souhaitaient manifester mercredi, mais le ministre de la Sécurité publique, Souleymane Abakar Adoum, avait lui autorisé la marche vendredi, précisant qu'en cas d'infraction ou de débordement, les organisateurs seront tenus pour responsables. La manifestation avait été autorisée le long d'une avenue longue de 3 km dans le centre-ville de la capitale tchadienne. Cet itinéraire ne permettrait pas de mobiliser beaucoup de monde dans les rues parce que la plupart des militants se trouvent loin de cet endroit, a assuré à l'AFP Khalid Daoud, membre de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Le 27 avril, 6 personnes avaient été tuées à N'Djamena et dans le sud du pays, selon les autorités, 9 selon une ONG locale, au cours de manifestations interdites à l'appel de l'opposition et de la société civile. Plus de 600 personnes avaient été arrêtées. Le 12 mai, la junte avait autorisé une manifestation à l'appel de Nouvelle Vision, une plateforme de 42 partis, se disant de l'opposition, mais affichant son soutien indéfectible au pouvoir militaire. L'émir enlevé dimanche dernier dans l'état de Kaduna dans le nord du Nigeria a été relâché par ses ravisseurs. 13 membres de sa famille sont toujours détenus par les ravisseurs. Les assaillants, connus localement sous le nom de bandits, ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, l'émir de Kadjourou, âgé de 83 ans, situé à la périphérie de Kaduna, la capitale de l'État. Ils ont enlevé l'émir et ses proches, dont des femmes et des enfants. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardiens de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Sa Majesté a été relâché hier et il est désormais dans son palais, a déclaré Moussa Alassane Adamou, son fils aîné. Il a été lâché par ses ravisseurs en dehors de la ville, d'où il a marché jusqu'au palais. Selon lui, le monarque a été emmené à l'hôpital pour un examen médical où il a été déclaré en bonne santé. Les bandits retiennent toujours 13 membres de la famille, a-t-il ajouté. Les premières informations parvenues à l'AFP après cet enlèvement faisaient initialement état de 12 proches kidnappés. Une vidéo visionnée par un journaliste de l'AFP montre l'émir s'adresser à ces sujets venus lui témoigner leur sympathie après sa libération. Alors qu'il commence son discours, l'émir fond en larmes. Une source proche du palais affirme que les ravisseurs ont réclamé le paiement d'une rançon pour la libération des proches de l'émir. L'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Des groupes criminels, communément appelés bandits par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rougou, qui s'étend sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et du Niger.
J'en parlais en titre, un convoi de 50 camions du programme alimentaire mondial PAM, transportant 900 tonnes de nourriture et des équipements d'urgence, est arrivé à Mekele, la capitale du Tigré. Cette région de l'extrême nord de l'Éthiopie est en proie depuis 8 mois à une guerre marquée par des atrocités et par le spectre grandissant de la famine. Selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine au Tigré, mais l'aide humanitaire peine à céder à la région. Lundi soir, le programme alimentaire mondial a annoncé dans un communiqué qu'un convoi de 50 camions était arrivé à Mekele, transportant 900 tonnes de nourriture et des équipements d'urgence. Mais cet organe de l'ONU affirme que le double de ce nombre de camions doit arriver chaque jour au Tigré pour répondre aux immenses besoins humanitaires dans la région. À Bruxelles, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a appelé lundi ses membres à considérer l'adoption de sanctions contre le deuxième pays plus peuplé d'Afrique, affirmant que la situation n'a jamais été pire au Tigré. De leur côté, les États-Unis, alliés traditionnels de l'Éthiopie, ont à nouveau affirmé lundi que des actes de nettoyage ethnique ont eu lieu au Tigré et appelé toutes les parties à protéger les civils. Malheureusement, les combats ont repris ce mardi matin, signalent des sources. Cette nouvelle offensive intervient 2 jours après l'annonce, samedi, des résultats des élections parlementaires du 21 juin, où le parti de la prospérité de Abiy Ahmed a remporté une victoire écrasante. Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre qui se présentait pour la première fois devant les électeurs depuis sa nomination en 2018 souhaitait obtenir l'onction populaire qui lui faisait défaut en cette période délicate. Des violences ethniques touchent plusieurs zones de l'Éthiopie et le sanglant conflit au Tigré a fait déjà des milliers de morts et des millions de déplacés, ternissant son image de jeunes dirigeants réformateurs. Dans un quartier populaire de Tunis, le docteur Ouadi se rend au chevet d'un malade du Covid-19 pour une consultation qui ne lui coûtera rien, payée et organisée par une ONG qui espère ainsi désengorger les hôpitaux surchargés. Les précisions. Neila, 28 ans, accueille avec soulagement le docteur chez elle dans le quartier de Boumel. Malade du Covid, elle s'est rétablie après un passage aux urgences hospitalières. Là-bas, des médecins lui ont fourni le numéro du Covidar pour suivre son mari, lui aussi contaminé par le virus. L'ONG, dont le nom est composé des mots Covid et Dar, maison en arabe, a été lancée en décembre 2020 par plusieurs associations caritatives. Elle est pilotée par des médecins et professionnels de santé. Beaucoup de patients tardent à se faire soigner faute de moyens. D'autres se rendent aux urgences à défaut d'avoir un suivi de proximité adéquat. Covidar vise à prendre en charge les malades au tout début de leurs symptômes dans le but de prévenir leur éventuelle hospitalisation et à leur prodiguer un suivi médical quotidien pour qu'ils puissent être soignés à la maison aussi longtemps que possible. Un service essentiel au moment où les hôpitaux tunisiens ne parviennent plus à soigner tous les malades et connaissent leur pire engorgement depuis le début de la pandémie. Au total, 140 médecins et infirmiers effectuent des visites médicales rémunérées grâce à des dons de particuliers et d'entreprises selon Covidar. Quelques 28 étudiants en médecine traitent les appels des malades via un numéro vert opérationnel 7 jours sur 7. Selon les derniers chiffres officiels, la Tunisie a enregistré près de 500 000 cas confirmés et 16 388 décès, dont plus d'une centaine enregistrés chaque jour, actuellement sur 12 millions d'habitants. Après une année sans Covid oblige, la France a renoué ce mercredi avec la tradition du défilé militaire à l'occasion de sa fête nationale. Mais la prudence restera de mise alors que le pays tente d'éviter une 4e vague épidémique du très contagieux variant Delta. En 2020, en pleine explosion de la pandémie, le défilé du 14 juillet avait été annulé, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, remplacé par une
cérémonie place de la Concorde. Cette année signe le retour des troupes, des drapeaux et des blindés sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées, mais l'accès au spectacle sera limité. Les spectateurs devront être munis du pass sanitaire et porter un masque. Gagner l'avenir est le thème de cette édition 2021, en double référence à la bataille sanitaire menée par les Français, mais aussi à la nécessaire préparation des armées à des engagements plus durs, dits de haute intensité, en s'appuyant sur des matériels de haute technologie, selon le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. L'ancien président américain George Bush a critiqué ce mercredi le retrait d'Afghanistan des troupes de l'OTAN. Il s'agit selon lui d'une erreur dont vont pâtir les femmes et les filles afghanes. Les femmes et les filles afghanes vont subir un préjudice indescriptible. C'est une erreur, s'est alarmé dans un entretien aux médias allemands Deutsche Welle l'ancien président George Bush qui avait envoyé les troupes américaines en Afghanistan à l'automne 2001 après les attaques du 11 septembre. Elles vont juste être laissées derrière pour être massacrées par ces gens très brutaux et cela me brise le cœur, a déploré l'ancien président républicain dans cet entretien accordé à l'occasion d'une visite d'Angela Merkel à Washington. George Bush dit d'ailleurs penser que la chancelière allemande ressentait la même chose que lui. Il rend hommage à la classe et à la dignité d'Angela Merkel qui quittera la chancellerie à l'automne après 16 ans à la tête de l'Allemagne. La chancelière rencontrera jeudi à la Maison-Blanche le président démocrate Joe Biden. Le chef des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Austin Scott Miller, a passé la main ce lundi lors d'une cérémonie rappelant l'imminence du retrait définitif des troupes étrangères de l'Afghanistan où les talibans ne cessent de gagner du terrain. Ce passage de flambeau est une des dernières étapes avant le départ définitif d'Afghanistan des troupes étrangères censées se terminer d'ici fin août. Environ 2500 soldats américains et 7000 d'autres pays étaient présents en Afghanistan lorsqu'ils ont entamé début mai leur retrait. Ce retrait intervient en pleine offensive des talibans qui leur a permis de s'emparer de vastes portions du territoire face à une armée afghane désormais privée du crucial soutien aérien américain et qui n'a que peu résisté. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.